déboussolée, elle m'a donné un baiser de bonne nuit comme tant d'autres soirs. Un petit baiser rapide, presque automatique, mais avec ce parfum que je connaissais par cœur, ce mélange de vanille et de fleurs qu'elle mettait depuis des années. Dans notre chambre sous les toits, dans le 11e à Paris, tout était calme. On entendait à peine le bruit d'une moto qui passait boulevard Voltaire et, au loin, les rires d'un groupe qui sortait d'un bar. C'était un de ces soirs où tout aurait dû être banal. Un jour de boulot comme les autres, un plat de pâtes mangé devant une série, 2 ou 3 blagues échangées dans ta cuisine. Puis les lumières éteintes. 3 ans de vie commune résumés dans cette routine. Rien ne laissait imaginer que cette nuit-là, quelque chose se casserait définitivement. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, à fixer le plafond blanc marqué par quelques traces d'humidité. Elle, à côté de moi, s'endormait déjà. Je sentais sa respiration devenir lente, régulière, ce petit bruit presque imperceptible que je trouvais rassurant autrefois. Moi, je n'arrivais pas à lâcher prise. Mon corps était fatigué, mais ma tête faisait du bruit. Cela faisait plusieurs semaines que quelque chose clochait. Rien de concret, rien que je puisse pointer du doigt. Juste cette sensation diffuse que l'on ressent parfois, comme un courant d'air dans une pièce où toutes les fenêtres sont fermées. Un détail, puis un autre. Une humeur, une phrase vite changée de sujet, un regard fuyant. On se dit que l'on psychote, que l'on devient parano. On se trouve des excuses. Mais la petite voix, elle, continue de parler. Puis, il y a eu ce bruit. Un léger vibrement sur le bois de la table de nuit. Pas une sonnerie, pas une alarme. Juste ce son discret, court, que fait un téléphone en mode silencieux. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit que je devais rêver. Soleil. Puis le téléphone a vibré de nouveau. Un peu plus longtemps, une deuxième fois. Ma nuque s'est crispée. J'ai tourné la tête vers la table de chevet de Claire. J'ai vu la lumière de l'écran éclairer un instant le mur, puis s'éteindre. Le pire, c'est que ce n'était pas la première fois. Depuis un moment, son téléphone vibrait souvent tard. Elle disait que c'était des mails du cabinet comptable où elle bossait près de la gare de Lyon, des clients stressés qui envoyaient leurs papiers à n'importe quelle heure. Ou alors un groupe WhatsApp avec ses collègues, les blagues stupides à propos du patron, les ragots du bureau. Je l'avais cru, ou plutôt j'avais choisi de la croire. Cette nuit-là, je n'ai plus réussi. Pendant quelques minutes, je suis resté parfaitement immobile. Je sentais la chaleur de son corps contre le mien, l'odeur de son shampoing, le drap un peu froissé sous mes doigts. Le silence de l'appartement était presque total. On n'entendait plus les voisins du dessus, ni le couple du dessous qui se disputait d'habitude pour tout et rien. Il n'y avait que ce silence, et quelque part dans ce silence, la sensation de quelque chose qui bascule. Le téléphone a vibré une 3e fois. J'ai tendu la main. J'ai bougé avec une lenteur ridicule, comme si quelqu'un m'observait, ou comme si le moindre mouvement pouvait déclencher une alarme. Mes doigts ont effleuré le bord du téléphone avant de l'attraper. L'écran s'est allumé. Au sommet, j'ai vu le nom de Claire, la petite icône de batterie, l'heure. Un peu plus tard que minuit. En dessous, la notification de messages. 3 nouveaux messages d'un même contact. Juste une lettre précédée d'un petit cœur. Monsieur. Il n'y avait pas de photo, pas de nom de famille, rien qui permette de savoir qui se cachait derrière cette initiale. Mais je crois qu'à ce moment précis, avant même d'ouvrir la conversation, une partie de moi avait déjà compris. « Salut !» J'ai déverrouillé le téléphone avec un geste que je connaissais par cœur, car elle ne m'avait jamais caché son code. C'était ironique en y repensant. Le téléphone verrouillé derrière 4 chiffres que je maîtrisais, mais la vérité dissimulée derrière des messages que je n'avais jamais eu le droit de lire. La discussion s'est affichée d'un coup. Des bulles bleues et grises, des phrases courtes, des blagues idiotes, des emojis que je n'avais jamais vus dans nos propres conversations. Au milieu, il y avait des phrases qui ne laissaient aucune place au doute. « Tu me manques, j'y pense encore, la prochaine fois sera encore meilleure. » J'ai fait défiler avec le pouce le souffle court. Les messages ne dataient pas d'un autre temps, d'un passé lointain où nous n'étions pas ensemble. Non, ils étaient de cette même semaine, de la veille, de l'après-midi même, pendant que je faisais la queue au Franprix pour acheter de quoi préparer le dîner. Je croyais que ma première réaction serait la colère. Ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti, c'était surtout un grand vide, comme si on m'avait retiré d'un coup toutes les couleurs de la pièce et que je ne voyais plus qu'en gris. Claire bougeait à peine à côté de moi. Elle a soupiré dans son sommeil, s'est tournée vers moi, a passé un bras sur mon torse sans se réveiller. J'ai verrouillé le téléphone, l'ai reposé exactement à l'endroit où il était. Puis je suis resté là, les yeux ouverts dans l'obscurité, à entendre mon cœur battre trop vite. Au bout d'un moment, je me suis levé. Je suis allé jusqu'à la cuisine, pieds nus sur le parquet froid. J'ai allumé la petite lumière au-dessus de l'évier et j'ai servi un verre d'eau. De la fenêtre, on voyait les toits, quelques cheminées, les lumières oranges des réverbères.
En bas, sur le trottoir, un livreur Deliveroo passait en vélo, la grosse boîte carrée dans le dos. J'essayais de remettre les choses à leur place dans ma tête. Ces messages, cette initiale, ces phrases. Ce n'était pas une conversation banale. Ce n'était pas un collègue qui demandait un document. Ce n'était pas une cousine qui voulait des nouvelles. C'était autre chose. Quelque chose qui existait à côté de ma vie que je n'avais pas vu ou peut-être pas voulu voir. Je me suis surpris à repenser à la première fois où j'avais croisé Claire. C'était un samedi soir, dans le 11e déjà, chez un ami qui habitait en colocation près de la rue de la Roquette. Il fêtait ses 30 ans, l'appartement débordait de monde. Des manteaux sur le lit, de la bière qui tiédissait dans le lavabo de la salle de bain, de la musique trop forte pour la taille des pièces. Je m'étais réfugié dans la cuisine pour respirer un peu, une bière à la main, quand je l'avais vue. Elle était en train d'essayer d'ouvrir une bouteille de vin rouge avec un tire-bouchon capricieux. Elle jurait à mi-voix en français avec ce ton particulier utilisé pour les choses inanimées quand enfin le bouchon avait cédé d'un coup sec, manquant de la faire tomber. Je n'avais pas pu m'empêcher de rire. Elle s'était retournée, avait levé les yeux vers moi, puis elle avait souri. On avait commencé à parler comme ça, entre 2 assiettes de chips et un plat de pâtes qui refroidissait sur la table. Elle m'avait raconté qu'elle travaillait dans un cabinet comptable près de la gare de Lyon, qu'elle passait sa vie à réclamer des justificatifs à des gens qui répondaient 3 semaines plus tard, qu'elle était fatiguée de Paris, mais qu'elle n'arrivait pas à s'imaginer vivre ailleurs. Moi, je lui avais parlé de mon boulot de designer web dans une petite agence du côté de République, de mes trajets en métro avec mon passe Navigo, de ma passion pour la photo. La conversation avait duré toute la soirée. Quand je repense à ce moment-là, il y avait une évidence dans la façon dont nos phrases s'enchaînaient, comme si nous nous connaissions déjà un peu. On avait fini sur le balcon minuscule, à partager une clope, même si elle ne fumait presque jamais, à regarder les lumières de la rue. 2 semaines plus tard, on dînait ensemble sur une terrasse à Bastille. Puis, il y avait eu les messages, les rendez-vous improvisés après le travail, les cafés dans des bistrots bruyants, un week-end à la mer à Deauville, un Noël partagé entre ma famille près de Lyon et la sienne dans une petite ville de Bourgogne. Le temps file vite quand on est en train de construire quelque chose. Au bout d'1 an, on s'était installé ensemble. D'abord, un petit 2 pièces un peu sombre dans le 20e, près de la porte de Bagnolet, avec des murs trop fins et une chaudière capricieuse. Puis, après des mois de recherche, de dossiers refusés, de garants réclamés par des agences suspicieuses, on avait fini par décrocher ce fameux appartement sous les toits, dans l'11e, qui sentait la peinture fraîche et la promesse de quelque chose de stable. On se plaignait ensemble du prix du loyer, de la RATP, du coût des croissants, de la pluie qui ne tombait jamais quand il fallait, mais on le faisait en rigolant. On organisait des apéros avec des amis, on allait au cinéma du quartier le dimanche soir, on passait des dimanches entiers à ne rien faire d'autre qu'à traîner en pyjama en regardant des séries sur Netflix et en commandant des sushis. Au début, tout était simple. Il n'y avait pas de téléphone qui vibrait la nuit, pas de secret. On se passait nos portables pour montrer une blague, une vidéo, une photo. Si le sien sonnait pendant qu'elle cuisait des pâtes, elle me demandait de regarder qui c'était, et j'annonçais un prénom, un message en rigolant. Se lier. La confiance n'était pas un effort, c'était un état naturel. Je repensais à tout cela dans la cuisine, mon verre d'eau à la main, pendant que Claire dormait à quelques mètres de là sans imaginer une seconde que la façade venait de se fissurer. Je suis revenu me coucher. Je me suis glissé dans le lit, sur le côté, en essayant de ne pas la réveiller. Elle s'est rapprochée de moi par réflexe, a posé sa main sur mon torse. J'ai senti son souffle contre mon cou. J'ai fixé la fenêtre, les rideaux que nous avions choisis ensemble chez Ikea un samedi après-midi pluvieux, et j'ai compris que rien ne serait plus pareil. Les nuits suivantes, le son du téléphone est devenu une sorte d'obsession. J'essayais de ne pas y penser, de me dire que c'était seulement le travail, la fatigue, le monde moderne. Mais chaque vibration, chaque petite lumière dans l'obscurité me rappelait ces messages, ce cœur, cette initiale. La journée, Claire était une partenaire presque exemplaire. Elle continuait à rire à mes blagues, à me raconter des anecdotes du bureau, à râler contre la SNCF quand son TER du dimanche soir avait du retard quand elle revenait de chez ses parents. Elle me demandait si je voulais aller voir tel film, si ça me dirait de partir un week-end en Bretagne, si ça me disait de tester un nouveau resto rue Oberkamp. Je jouais le jeu. J'allais au travail, je prenais un café au comptoir, je parlais avec mes collègues de la Ligue 1, de la politique, de la pluie et du beau temps, je répondais aux mails, je faisais mes maquettes, j'avais l'air d'un type normal qui mène une vie normale. Personne ne savait que le soir, une fois la lumière éteinte, je restais éveillé à compter les vibrations d'un téléphone qui n'était pas le mien. Un soir, quelques semaines après la première découverte, nous étions sur le canapé. Une série française défilait sur l'écran, une de celles où les personnages passent leur temps à se trahir en parlant trop doucement.
Solène, Claire était allongée contre moi, sa tête posée sur ma poitrine, une couverture sur nos jambes. À un moment, j'ai senti son corps se raidir légèrement. Elle a levé la tête, a tendu le bras pour attraper son téléphone posé sur la table basse. L'écran s'est allumé. Ses yeux ont parcouru quelque chose. Je l'ai vue sourire à peine, un sourire différent, plus intérieur. Ses doigts ont commencé à taper, rapide, comme si elle savait exactement quoi dire et comment. Elle a tourné un peu le dos et la lumière bleutée a éclairé son profil. « Qui c'est ?» ai-je demandé d'une voix neutre. Elle a répondu sans même lever les yeux. « Personne, du cabinet, ils parlent de la clôture de fin d'année, ils sont relous. » J'ai hoché la tête, je n'ai rien dit de plus, mais ce mot « personne » a pris une couleur particulière. La nuit où tout a réellement explosé n'avait rien de spécial au départ. Un jeudi, il me semble. Elle était rentrée un peu plus tard que d'habitude en me disant qu'elle avait dû finir un dossier urgent avec son chef. Elle était arrivée avec les cheveux un peu ébouriffés, les joues roses, une odeur de parfum plus forte que d'habitude. Elle m'avait embrassé en disant « Je suis morte, on mange quoi ?» en se laissant tomber sur une chaise de la cuisine. On avait mangé des pâtes, encore une fois, puis elle avait proposé qu'on aille se coucher tôt, qu'elle était crevée. Dans la chambre, elle s'était blottie contre moi avec beaucoup d'affection, plus que ces derniers temps. Elle avait posé sa main sur ma joue, m'avait regardé un peu trop longtemps dans les yeux et avait murmuré « Je t'aime » d'une voix que j'avais trouvée légèrement différente, comme chargée d'une tristesse que je n'avais pas su identifier. Elle s'était endormie vite, moi pas. Je sentais quelque chose tourner en rond sous ma cage thoracique, une sorte de mélange entre l'angoisse et la lucidité. « Seuillé ?» J'ai attendu. J'ai laissé passer de longues minutes en regardant les chiffres rouges du réveil changer lentement. Puis, comme si la nuit suivait un scénario déjà écrit, le téléphone a vibré. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai attrapé l'appareil, je l'ai déverrouillé, je suis retourné sur la conversation avec monsieur. Les nouveaux messages s'affichaient tout en bas. Il y avait des phrases encore plus explicites que celles que j'avais vues la première fois. Des allusions à un hôtel près de Montparnasse quelques jours plus tôt, à un déjeuner en terrasse vers Nation en prétextant un rendez-vous client, à un après-midi dans un parc où je croyais qu'elle faisait du shopping. Je voyais des « je pense encore à ta peau, j'ai encore ton odeur sur moi », c'était parfait. Les messages remontaient loin dans l'historique. Il y avait des semaines et des mois de complicité, de rendez-vous cachés, de double vie. Et au milieu de tout cela, juste au-dessus de l'heure affichée sur mon réveil, une phrase envoyée sans doute peu après que nous nous soyons couchés. « Il dort à côté de moi, j'aimerais tellement que ce soit toi. » Je suis resté figé, le téléphone dans la main, la lumière de l'écran éclairant mes doigts, le drap, un morceau de son épaule. Elle dormait toujours. Son visage avait l'air calme, innocent presque, celui-là même qui m'avait fait tomber amoureux sur un balcon fumant quelques années plus tôt. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé pour de bon. Il n'y a pas eu de bruit, pas de fracas, juste une coupure nette à l'intérieur. Ce genre de coupure qui ne se répare pas avec des discussions ou des excuses. J'ai posé le téléphone, je me suis levé, j'ai enfilé un sweat, j'ai pris mes clés et je suis sorti sans savoir exactement où j'allais. Dehors, Paris était presque silencieuse. Quelques taxis passaient, un camion lavait la rue plus bas, un chat traversait en courant. J'ai marché sans but précis, en remontant vers Oberkamp, puis redescendant vers la Bastille. Je passais devant des bars où des gens riaient encore à des tables enfumées, devant des kebabs qui servaient leurs derniers clients, devant des boulangeries fermées. Je ne sentais pas vraiment le froid, ni la fatigue. J'avais l'impression d'être en décalage, comme si je regardais ma propre vie à travers une vitre. Je me revoyais à la fête d'anniversaire, à notre premier baiser près d'un arrêt de bus, à notre première nuit dans l'appartement, assis par terre sur un matelas sans cadre, entouré de cartons. J'ai fini par m'asseoir sur un banc place Léon Blum, devant la mairie du 11e. Les arbres formaient des ombres étranges sur le sol, les lampadaires clignotaient légèrement. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé l'écran sans savoir quoi faire. J'ai failli appeler mon meilleur ami, l'un de ceux avec qui je parlais de tout d'habitude. Mais je ne savais pas par où commencer. Par « bonjour, ma copine me trompe depuis des mois, tu connaissais l'histoire sauf moi ?» Je suis resté là jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir légèrement, cette lumière bleu pâle qui annonce le matin. Puis je suis rentré. En ouvrant la porte de l'appartement, j'ai senti aussitôt que quelque chose avait changé. Claire était assise sur le canapé, habillée, les yeux rouges, le téléphone dans la main. Elle s'est levée quand elle m'a vu. « Tu es parti », a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté planté là, dans l'entrée, les chaussures encore aux pieds, mon sweat encore ouvert. On se regardait, et dans ce regard, il y avait toutes les conversations que l'on n'avait jamais eues. « Tu as vu », a-t-elle fini par dire. Ce n'était pas une question. « Oui », ai-je répondu.
Un silence énorme est tombé entre nous. On entendait le frigo ronronner, la chasse d'eau chez les voisins du dessus, un bus qui freinait au loin. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a baissé les yeux, puis a murmuré « quelques mois ». Je ne sais plus exactement, comme si ce détail-là avait de l'importance. « Est-ce que ça en valait la peine ?» ai-je demandé. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Peut-être espérais-je une réponse qui mettrait de l'ordre dans tout ce chaos. Peut-être voulais-je l'entendre dire non. Elle s'est mise à pleurer. Pas ces petites larmes qui brillent au coin des yeux, non, de vrais sanglots, profonds, qui secouaient ses épaules. « Je suis désolée, répétait-elle, je suis tellement, tellement désolée. » Je l'ai laissée parler, répéter que ce n'était pas contre moi, qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'ampleur des choses. Sa voix était une sorte de brouillard autour de moi. Je voyais ses lèvres bouger sans réussir à accrocher toutes les phrases. « Pourquoi tu ne m'as pas quitté ?» ai-je demandé à un moment, au lieu de vivre deux vies en même temps. « Pourquoi tu n'es pas parti si tu voulais être avec lui ?» Elle m'a regardé, les yeux gonflés, le mascara coulant sur ses joues. « Je ne sais pas, a-t-elle dit. J'avais peur. Peur de tout perdre, toi, lui, ma vie. Je pensais que je pouvais gérer. C'était idiot. » « Tu ne voulais perdre ni moi, ni lui, ai-je résumé. Tu voulais les deux, le confort et l'excitation. » Elle n'a pas protesté, elle a seulement baissé la tête. Je ne me suis pas mise à hurler, je ne lui ai pas demandé des détails sordides, je n'ai pas voulu savoir dans quel hôtel ils étaient allés ni combien de fois. Ce que j'avais lu suffisait largement. Se lire. Je crois qu'au fond, j'étais déjà trop loin pour chercher ce genre de précision. Je suis allé dans la chambre. J'ai attrapé un sac de sport dans le placard et j'ai commencé à y mettre des vêtements au hasard. Quelques t-shirts, un jean, des sous-vêtements, une trousse de toilette. J'ai pris mon ordinateur portable, mon chargeur. Le reste, je me suis dit que je le récupérerais plus tard. Claire était dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger. « Tu vas où ?» a-t-elle demandé, la voix cassée. « Je n'en sais rien, ai-je dit, mais pas ici. » Elle a avancé d'un pas, a essayé de me toucher le bras. « Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. On peut essayer de réparer. On peut aller voir quelqu'un. On peut faire une thérapie de couple. Je ferai tout ce qu'il faut. Je peux couper les ponts, changer de numéro, changer de boulot. Tout ce que tu veux, sauf remonter le temps. » ai-je répondu. Elle s'est effondrée, littéralement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Elle s'est laissée tomber sur le bord du lit, les mains dans les cheveux, le visage tourné vers le sol. Je l'ai regardée une dernière fois. « Tu me disais bonne nuit, et juste après, tu lui écrivais, » ai-je dit calmement. Quand tu disais « je t'aime » sans lever les yeux de ton écran, tu parlais à qui exactement? Elle a commencé à sangloter plus fort. Je n'ai pas attendu la réponse. Je savais qu'elle ne serait de toute façon pas à la hauteur de la question. Je suis sorti du petit immeuble, j'ai traversé la rue encore presque vide et j'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche. Je ne savais pas où j'allais, alors j'ai pris un ticket et je suis monté dans la première rame qui arrivait, direction n'importe où. Les néons du métro éclairaient des visages fatigués qui partaient travailler. Des gens tenaient des sacs à dos, des journaux, des cafés à emporter. Seulé, personne ne savait que je portais un sac avec quelques affaires et une histoire qui se terminait. Les semaines qui ont suivi ont été floues. Je me suis retrouvé dans une chambre meublée dans le 13e, chez un type qui travaillait de nuit et que je croisais à peine. Le lit grinçait, les murs étaient décorés de posters qui n'étaient pas les miens, la fenêtre donnait sur un boulevard bruyant. Mais au moins, aucun téléphone ne vibrait à côté de moi à minuit. Claire m'a écrit encore et encore, des messages longs comme des pages Word, des mails envoyés à 2 heures du matin, des « je suis désolé » à la chaîne, des promesses de changement. Elle disait avoir coupé tout contact avec M, avoir bloqué son numéro, avoir supprimé la conversation. Elle disait voir une psy, essayer de comprendre ce qu'elle avait fait, tenter de mettre des mots sur des choses enfouies. Elle écrivait que j'étais la seule personne avec qui elle se voyait vraiment, qu'elle avait tout gâché, qu'elle ne se le pardonnait pas. Je lisais parfois les premières lignes, puis je refermais. À quoi bon? Les mots se heurtaient à quelque chose de dur en moi. Je n'avais plus envie d'analyser, de comprendre, de décortiquer. J'en avais assez d'être celui qui cherche des raisons à ce qui, au fond, n'en a pas vraiment. Un jour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Il disait qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal, qu'elle lui avait dit que c'était terminé entre nous, qu'il pensait qu'elle était libre. Je suppose que c'était lui, l'homme derrière la lettre, Monsieur J. J'ai lu le texto une fois, puis j'ai répondu seulement « Tu peux garder ce qui reste » et j'ai bloqué le numéro. Ce n'était pas de la grandeur d'âme, c'était de la fatigue. Je ne voulais pas inviter un troisième personnage à entrer dans mon cerveau. Il y en avait déjà assez comme ça.
Petit à petit, la vie a recommencé à s'organiser autour d'autres choses. Je me levais, je prenais le métro, j'allais au travail, je déjeunais avec des collègues dans une brasserie qui servait toujours la même formule plat du jour, je râlais sur les mêmes sujets que tout le monde. Je parlais de mon nouveau logement en plaisantant, en racontant les bruits du voisinage, sans entrer dans les détails de ce qui m'avait conduit là. Les soirs où je n'avais rien de prévu, je marchais parfois le long du canal Saint-Martin, seul, en regardant les reflets des lumières dans l'eau. Je pensais à elle, bien sûr, à nous, à ce qu'on avait été. Mais au fil du temps, ces pensées se sont mises à changer de texture. Elles sont passées de brûlantes à simplement tièdes, de tranchantes à juste un peu douloureuses. Un dimanche, quelques mois plus tard, je me suis surpris à passer une journée entière sans penser à Claire. Je m'en suis rendu compte le soir en me brossant les dents. J'avais fait des courses au carrefour du coin, j'étais allé au ciné voir un film quelconque, j'avais parlé au téléphone avec mon frère. Et pendant ces heures-là, son visage n'était pas apparu une seule fois dans mon esprit. Cette constatation m'a fait une drôle d'impression. Pas de joie exagérée, mais une sorte de soulagement discret. Aux rares amis à qui j'ai fini par raconter la vérité, j'ai eu droit aux questions habituelles. « Tu lui as pardonné ? Tu pourrais reprendre quelqu'un après ça ? Tu n'as pas envie de lui hurler dessus ?» Je répondais que le pardon n'était pas un bouton sur lequel on appuie, ni un contrat à signer, que je ne savais pas, que j'essayais juste de continuer à avancer sans me retourner toutes les 5 minutes. Je n'ai jamais revu Claire. J'ai entendu dire par l'intermédiaire d'une connaissance commune qu'elle avait quitté notre appartement, qu'elle avait pris un studio plus petit dans un autre quartier, qu'elle avait changé de boulot. Seul scellé, je ne savais pas si elle était toujours en contact avec M, si elle avait vraiment tout coupé. Et un jour, je me suis surpris à ne même plus en avoir envie. La nuit, je dors mieux maintenant. Il m'arrive encore de faire des rêves où elle apparaît, dans des situations banales. Nous faisons la queue à la boulangerie, nous sommes assis dans un TGV entre Paris et Lyon, nous choisissons un film sur Netflix. Dans ces rêves, tout a l'air normal, comme avant, jusqu'au moment où je me réveille. Pendant 1 seconde, je cherche du pied à côté de moi dans le lit. Puis je me rappelle. Et cela ne me coupe plus le souffle comme au début. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour me poser en victime exemplaire, ni pour la dépeindre comme un monstre. Les choses sont rarement aussi simples. Je raconte parce que je sais que dans des centaines d'appartements comme le nôtre, quelque part en France, un téléphone vibre en ce moment même sur une table de nuit et quelqu'un se retourne de l'autre côté du lit en se disant que ce n'est sûrement rien. J'ai longtemps été ce quelqu'un, celui qui préfère croire que le monde se tient, que l'amour est plus fort que les tentations, que les je t'aime qu'on murmure le soir ne peuvent pas cohabiter avec des conversations cachées envoyées depuis la même pièce. Ce que j'ai appris, ce n'est pas que l'amour ne vaut rien ou que la confiance est une faiblesse. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas faire semblant indéfiniment, que notre corps sait souvent avant notre tête, que le malaise que l'on ressent n'est pas forcément un caprice, mais parfois un signal qu'on refuse d'écouter. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit bonne nuit, j'entends cette phrase autrement. Je sais que pour moi, elle ne doit plus jamais être un mensonge poli que l'on jette par-dessus l'épaule en regardant son téléphone. Je veux qu'elle soit sincère, qu'elle ferme vraiment la journée, pas qu'elle en ouvre une autre en parallèle dans le secret d'un écran. Claire m'a dit bonne nuit pendant des mois alors qu'elle en écrivait une autre, différente, à quelqu'un d'autre. Elle m'a serré contre elle en éteignant la lumière avant de déverrouiller son téléphone. Elle m'a dit je t'aime avant d'envoyer des messages à un type qui n'avait jamais mis les pieds dans notre cuisine. Pendant longtemps, cette idée m'a dévoré. Aujourd'hui, elle fait partie de mon histoire. Je ne cherche plus à la maquiller ni à la minimiser. Je ne la laisse plus me définir non plus. Elle m'a dit bonne nuit, puis elle lui a écrit. À partir de ce moment-là, la relation était déjà finie. Il restait seulement à le reconnaître. J'ai mis du temps à le faire, mais j'y suis parvenu. Et c'est peut-être ça, la seule vraie chose qui m'appartient encore dans cette histoire. La façon dont j'ai choisi de partir, enfin, au lieu de rester à écouter vibrer un téléphone dans le noir en faisant semblant de dormir.